Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Françoise Coutan, vice-présidente charentaise de la Nouvelle-Aquitaine, chef de file du groupe Europe Écologie Les Verts à la région, groupe qui compte 18 élus. Bonjour Françoise Coutan. Bonjour. Il sera question dans cette émission des rapports du groupe Europe Écologie Les Verts avec Alain Rousset, le président socialiste de la région. Il sera également question des dossiers liés aux bassines, aux éoliennes et aux transports. Nous parlerons également de la campagne pour les élections européennes ainsi que de la stratégie des écologistes dans cette campagne électorale. Mais je vous propose de commencer, si vous voulez bien, avec un extrait du reportage que nos confrères de France 2 ont diffusé ce jeudi dans l'émission Envoyé spécial, mettant en évidence les coûts liés à la fusion des régions, alors même qu'on nous avait souvent vendu cette fusion en expliquant que ça allait faire des économies. On en parle juste après. Les élus sont payés au prorata du nombre d'habitants. Plus la région est peuplée, plus leur indemnité peut augmenter. Grâce à la fusion, les élus de l'ex-Limousin sont passés de 1 520 € à 2 661 € bruts par mois, une hausse de 75%. Ceux de l'ex-Poitou-Charentes sont passés de 1 900 à 2 661 €, plus 40%. Pour les élus d'Aix-Aquitaine, rien n'a changé. Aujourd'hui, les conseillers régionaux de la nouvelle région sont tous payés 2 661 € bruts. Françoise Coutan, est-ce que c'est uniquement l'harmonisation des revenus des conseillers régionaux qui pèse lourd et qui empêche de faire des économies dans la nouvelle région ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Et puis de toute façon, il faut bien que les élus, pour pouvoir s'atteler à leurs tâches et à leurs missions, puissent avoir en parallèle, évidemment, une indemnité. Non, ce qui nous coûte cher, je pense, dans cette grande région, ce sont les déplacements. Parce que, vu la taille de cette région, vous imaginez, pour le président, les vice-présidents, mais aussi les conseillers régionaux délégués, il y a beaucoup de déplacements. Après, on va peut-être trouver, au fil des années, là c'est une mise en route, on va peut-être trouver une façon de travailler qui nous permettra de faire des économies, globalement. Parce qu'il y a d'autres façons de se réunir que de se déplacer. Visioconférence, par exemple, à quelle échéance vous pensez que ça pourra être mis en exercice ? Parce que ça, les téléspectateurs et les contribuables ont envie de savoir. Mais c'est le cas, c'est déjà le cas. On travaille déjà en visioconférence sur les sites de Poitiers, Limoges et Bordeaux. Il peut y avoir de la visioconférence pour pouvoir assister à des réunions et ça évite à certains de se déplacer systématiquement. Donc c'est de plus en plus le cas et tant mieux parce qu'aujourd'hui ça fonctionne bien. Est-ce qu'il faut diminuer le nombre d'élus ? Je ne sais pas si ça se pose en ces termes-là. Je pense que déjà, d'ores et déjà, avec cette fusion, on se rend compte qu'il y a moins de proximité avec les territoires. On avait dans l'ex-Poitou-Charentes des élus référents qui étaient sur des périmètres relativement accessibles. Aujourd'hui, nous avons aussi des élus référents, mais sur des territoires qui sont beaucoup plus vastes. Vous savez, les citoyens connaissent peu la région, connaissent peu les dispositifs qu'on met à leur disposition. Ce sont des sommes très importantes. Et donc, on a besoin aussi de cette proximité. Et évidemment, le nombre d'élus est important. Du coup, le projet de conseiller territorial qui était avancé par Nicolas Sarkozy et qui revient, semble-t-il, dans le choix du gouvernement, aujourd'hui, vous y êtes favorable, défavorable ? Donc un conseiller territorial qui serait à la fois départemental et régional. Je crois qu'il faut regarder globalement, là encore, cette histoire-là d'élus de territoire, que ce soit conseiller régional, départemental, les intercommunalités, les communes. Il faut essayer de rebalayer tout ça et plus penser, plutôt qu'en nombre d'élus, plutôt que penser en nombre d'élus, essayons de penser aux compétences et qu'on ait des compétences qui se complètent plutôt que parfois des compétences qui se chevauchent avec des dispositifs qui parfois partent dans tous les sens. Malgré la loi NOTRe, aujourd'hui, ça se chevauche toujours. Il y a des difficultés. Sur certains sujets, il y a moins de difficultés. Sur d'autres sujets, ça reste quand même assez opaque pour le citoyen. Alors, vous faites partie de la majorité d'Alain Rousset à la région. Pour autant, depuis plusieurs mois, un fossé semble s'élargir entre les élus Europe Écologie Les Verts et le groupe socialiste. Est-ce que le divorce est pour bientôt, Françoise Coutan ? Mais je ne crois pas que le fossé s'élargisse. Là, je crois que c'est une espèce de vue de l'esprit que certains ont envie de porter. Je pense que les écologistes avaient un projet, Alain Rousset avait un projet. Nous avons fusionné entre les deux tours des élections. En établissant un accord. Pour l'instant, cet accord est respecté. Donc sans regret pour le moment. Personne ne cache que sur certains sujets, nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas la même approche. Sur l'eau, je crois qu'il y a quelques différences. Sur le transport, il y a quelques différences. Mais c'est aussi ce qui fait
la richesse d'une majorité que d'avoir des personnes qui ont des approches différentes. Est-ce que ce n'est pas un peu la langue de bois, ça, aujourd'hui, dans la télévision, de dire que c'est la diversité des opinions qui compte? Il faut aussi une unité et quelque chose de logique, une cohérence dans une majorité. Alors, qu'il y ait une cohérence, oui, et je pense qu'il y a une cohérence. Vous savez, on vote plus de 90% des délibérations, donc je crois que quand même, il y a un soutien qui est franc et massif. Il y a juste certains sujets pour lesquels nous n'avons pas la même approche. Et si on avait la même approche, on serait peut-être parti sur la même liste. Alors, sur les sujets, l'un des motifs de fâcherie les plus importants, c'est le dossier des bassines ou des retenues d'eau des bassines que vous ne voulez pas. Et pourtant, la région financera un plan des bassines dans les Deux-Sèvres. Est-ce que c'est un casus belli aujourd'hui, Françoise Coutan? Aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, prochains mois? Disons que c'est un vrai problème. Quand la région Nouvelle-Aquitaine fait faire un rapport à un comité scientifique à Climatera sur les impacts des dérèglements climatiques dans notre région, je crois qu'il faut aussi tenir compte de ce qui est écrit dans ce rapport. Et la question de l'eau y est très importante. L'eau, c'est quand même une ressource qui nous est indispensable, c'est un bien commun, et nous devons, à partir de maintenant, mais ça aurait dû être le cas peut-être un petit peu plus tôt, regardez quels sont les besoins en eau. Et à partir du moment où on a les besoins vitaux, on respecte le droit de l'environnement et on définit des usages. Il faudrait prendre les choses comme ça et se dire qu'avec... Ce n'est pas le cas en ce moment, ce n'est pas le cas dans les projets à venir. Disons qu'avoir ces retenues d'eau énormes n'est pas en cohérence avec les enjeux climatiques. Les enjeux climatiques, c'est peut-être autant d'eau à certains endroits, mais moins à d'autres. En tout cas, davantage d'évapotranspiration, donc un bilan qui est moins d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que nous posons. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on sait que pour cultiver des végétaux, il faut de l'eau. On n'a pas nié cette problématique-là. Mais peut-être qu'il faut revoir notre manière de cultiver et ce qu'on cultive sur certains territoires. Et la question n'est pas de jeter la pierre aux agriculteurs, c'est plus d'essayer de construire avec eux des projets agricoles, une transition agricole qui soit acceptable pour tout le monde et vivable. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir continuer à vivre dans notre région dans 10 ans et dans 20 ans. Je parle de casus belli pour illustrer la pression que les écologistes mettent sur la région. 4 élus, Europe Écologie Les Verts, attaquent en justice la région Nouvelle-Aquitaine. On en parle juste après ce reportage. Dans cette enveloppe, la nouvelle arme des écologistes de Nouvelle-Aquitaine. Serge Morin détient entre ses mains un recours déposé devant le tribunal administratif de Bordeaux. Une tactique juridique contre le projet de retenue d'eau dans le bassin de la Sèvre niortaise. Nos élus, en décembre, ont voté contre cette délibération, avaient signalé d'ailleurs le risque juridique qu'il y avait à la voter telle qu'elle était décrite, dans la mesure où il n'y a pas eu de modification depuis de la part de l'exécutif régional. Dans le délai de 2 mois, on a déposé au tribunal administratif un recours qui va être traité maintenant. On va déposer un mémoire et ensuite on va attendre les différents recours, parce que les associations ont aussi déposé des recours sur le fond. Retour en décembre 2018. Dans un climat tendu, un protocole d'accord pour 16 réserves de substitution est signé à la préfecture des Deux-Sèvres. La région approuve, contre l'avis des élus du parti Europe Écologie Les Verts. Un parti qui lance la contre-attaque avec cette action en justice de 4 militants devant le tribunal administratif. La délibération litigieuse ne respecte pas les orientations stratégiques et financières de 2 délibérations du Conseil régional de Poitou-Charentes. L'association des irrigants des Deux-Sèvres et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine refusent pour l'instant de réagir à l'annonce de ce premier assaut juridique contre le projet des retenues de substitution. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Françoise Coutan, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine. On imagine que cette situation est difficilement tenable pour vous. Non, pourquoi? On continue à être dans cohérent vos rapports par avec rapport Alain à Rousset, encore une fois, dans la cohérence de la majorité. On a quand même le droit de penser différemment. J'entends bien, mais des élus on a le droit, locaux de votre parti politique qui portent plainte contre la région que vous vice-présidez, c'est quand même des cas qui sont rarement vus. C'est sûr que ça peut être, ça n'est pas ordinaire, mais il faut assumer. Il faut assumer que ce soit nous ou que ce soit les autres, des difficultés qui peuvent être posées par des actions qui ne sont pas cohérentes, je le rappelle, au regard des enjeux climatiques. Ils ont raison de le faire, de porter plainte? Écoutez, ça leur appartient, mais oui. Vous êtes solidaire de leur façon de faire? Écoutez, on fait partie du même parti. Je crois qu'il n'y a pas que les élus, d'ailleurs, ces élus-là de Deux-Sèvres, mais on a également les secrétariats régionaux Europe Écologie Les Verts de l'ex-Aquitaine et de l'ex-Limousin qui se sont joints à ce recours. Donc là, on va laisser la justice faire son travail. Je crois qu'il est important de dire aujourd'hui et de faire comprendre à tout le monde que l'eau est un bien précieux et que nous
nous avons le devoir, nous écologistes, si on ne le fait pas, qui le fera? Nous avons le devoir pour les générations futures, pour nos enfants, de penser aux ressources en eau qui seront à disposition pour tous les êtres vivants, parce que c'est une priorité dans le droit de l'environnement. Est-ce que les conditions exigées par Alain Rousset pour permettre le financement de ces bassines vous suffisent? Je les rappelle, grosso modo, c'est le stockage de l'eau à la bonne période quand il y a assez d'eau dans les nappes, stocker moins d'eau que prévu et surtout favoriser les cultures moins gourmandes en eau. Est-ce que ça suffit? Il y a des points qui sont intéressants, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut davantage? Ce qu'il faut davantage, c'est ne pas pomper l'eau qui pourrait être utilisée pour réalimenter des nappes phréatiques, par exemple. Mais ce n'est qu'un exemple. Est-ce qu'en cela, la session plénière du 9 juillet à la région sera déterminante? Est-ce que c'est cette date-là que vous déterminerez si oui ou non vous quittez ou pas la majorité régionale? Mais la question n'est pas de quitter ou pas la majorité régionale. La question est de savoir si on a une utilité au sein de cet exécutif régional. Est-ce qu'on apporte quelque chose? Est-ce que Je rappelle, vous êtes 18 élus. Est-ce que nos idées écologistes sont prises en compte? Je sais, on a fait 5% au régional, mais je crois que les citoyens ont aujourd'hui pris conscience de la question du climat et des enjeux liés au climat. La question de l'énergie est primordiale, la question de la transition écologique est primordiale. Ces idées-là, nous les portons. Nous avons une culture qui nous permet aussi une approche systémique des choses. Je crois qu'on peut apporter au sein de cette majorité régionale et on le fait. Maintenant, si notre rôle, c'est juste d'être là pour voter des délibérations, non, on n'a pas du tout envie de faire ça. On votera des délibérations à partir du moment où ces délibérations, elles seront en phase avec les enjeux du 21e siècle. Si vous ne devez voter que des délibérations, est-ce que vous quitterez la majorité? Là, pour l'instant, il y a un travail qui est mené pour préparer cette plénière sur la transition écologique et énergétique du 9 juillet, avec un certain nombre de groupes de travail au niveau des services, au niveau des élus, au niveau de l'exécutif. Donc, on fait des réunions régulières pour voir ce qu'on peut intégrer dans cette feuille de route qui tente à répondre aux enjeux climatiques. Pour l'instant, les signaux sont plutôt très positifs, mais nous verrons ce qui résultera de cela. Pour l'instant, chacun apporte sa contribution. Donc on est dans le bras de fer. On est dans le rapport de force. On est dans la construction. Autre dossier qui provoque des tensions, celui des éoliennes. Beaucoup se demandent pourquoi on voit de plus en plus d'éoliennes géantes en Poitou-Charentes, mais par exemple aucune en Gironde. On se le demande. Mais moi, je suis bien d'accord. Je comprends tout à fait. À chaque fois que je passe dans l'ex-Poitou-Charentes et je vais inaugurer... Sur la RN10, par exemple. Partout où j'inaugure des projets, on me donne cette magnifique carte où on voit des éoliennes au nord d'Angoulême, puis au sud, plus rien. Vous en avez parlé avec Alain Rousset? On en a parlé. Mais il a conscience de cette question-là. En termes d'aménagement du territoire, nous sommes en train de construire le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, avec un fort volet climat-air-énergie, qui pose justement cette question des énergies renouvelables, du mix énergétique. Vous demanderez des éoliennes aussi en Gironde, c'est ça? Alors, il y a des projets en Gironde, mais pas qu'en Gironde. Il y a aujourd'hui des projets en Gironde, des projets en Dordogne, des projets dans les Landes, des projets en Béarn, en Pays Basque. Il y a des projets. Et est-ce que vous demandez moins de projets en Poitou-Charentes, dans l'ex-Poitou-Charentes? Je pense qu'il faut que les territoires s'emparent de la question de la transition énergétique. Nous, régions, on est là pour fixer des objectifs. On est là pour dire qu'il faut un mix énergétique, mais que ce mix énergétique, il dépend, des ressources des territoires, donc la ressource en vent notamment, mais de la volonté de ces territoires et des citoyens. Et je crois que ce qui est important, c'est que les citoyens s'approprient leur projet de transition énergétique. Vous savez, il n'y a pas d'éoliennes en Ex-Aquitaine. Ça veut dire qu'à chaque fois, on demande à la population si elle est d'accord ou pas pour l'implantation d'éoliennes, et puis on fait... Non, je pense qu'on ne leur demande pas s'ils sont d'accord ou pas. On leur demande de se prendre en charge et de construire leur projet de transition énergétique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la création, depuis 18 mois maintenant, de collectifs citoyens pour justement mettre en place des projets d'énergie renouvelable. Suite à un appel à projet que la région a lancé, un appel à projet participatif et citoyen, on a justement la naissance sur une trentaine de territoires de la région de collectifs citoyens qui se battent pour faire avancer les choses. Alors, il y a des gens qui se battent aussi pour faire avancer les choses, en tout cas peut-être pour faire stopper les choses. C'est par exemple Dominique Bussereau, le président de la Charente-Maritime, qui a fait voter la semaine dernière un moratoire symbolique de 2 ans sur toute nouvelle implantation d'éoliennes dans son département et surtout au niveau de l'estuaire de la Gironde. Je dis symbolique parce qu'en fait, c'est le préfet qui est à charge décisionnaire. Est-ce que vous êtes
solidaire avec Dominique Bussereau, parce qu'il dit là, dans l'histoire de la Gironde, à un moment donné, ça va 2 secondes au niveau du paysage, ça pose un vrai problème de patrimoine, ou est-ce que vous dites non, il faut y aller, on y va? Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, est-ce que je suis solidaire de ce qu'il dit? Évidemment non. La transition énergétique et écologique ne relève absolument pas des conseils départementaux. Donc, qu'il donne son avis, c'est son avis personnel. Ça ne relève pas de la D'où le terme collectivité. symbolique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'il s'empare de cette question-là en disant « nous, ce sera non pendant 2 ans » sans s'occuper de ce que demande la population, je trouve que c'est un peu autocratique. C'est vrai qu'on avait l'habitude dans certaines zones de Poitou-Charentes. 3, par rapport à la dernière question que vous... Sur le paysage, sur que vous l'influence sur le posiez, paysage. mais tout cela est extrêmement subjectif. Il y a des citoyens qui ne supportent pas ces éoliennes, et puis il y en a d'autres qui ne supportent pas les centrales nucléaires, puis il y en a d'autres qui ne vont pas supporter les pylônes électriques, puis d'autres encore les hangars agricoles, puis etc. Est-ce qu'on va tout arrêter pour ça, toutes les activités? Non, on est en train de travailler à quelque chose qui soit un peu objectif. Et les enjeux climatiques, ils nécessitent de l'objectivité. C'est beau, c'est pas beau, c'est quand même très subjectif. Nous, ce qui nous importe, c'est quelle énergie nous voulons. Nous la souhaitons renouvelable. Nous souhaitons sortir des énergies fossiles et fissiles. Comment est-ce qu'on s'y prend? On ne veut pas d'éoliennes? Très bien. Vous faites comment? Vous faites comment pour construire votre projet d'énergie renouvelable? C'est ce que vous dites aux personnes qui disent l'éolienne, pourquoi pas, mais pas dans mon jardin ou pas derrière chez moi. Exactement, c'est pareil pour les déchets. Personne veut de décharge près de chez lui, veut d'incinérateur près de chez lui, mais tout le monde produit des déchets. Eh bien, l'énergie, tout le monde en consomme. Et pour finir, on a de très beaux projets, justement, en Gironde, d'éolien, et notamment dans le Médoc, avec parfois des prises de position qui sont assez personnelles de la part de certains élus qui bloquent ces projets, alors qu'il y a des collectifs citoyens qui souhaiteraient que ces projets sortent. Donc je crois qu'il faut regarder, faire un peu de cas par cas de temps en temps et faire confiance aussi au territoire. Un mot sur la ligne ferroviaire Angoulême-Limoges partiellement fermée. Sa rénovation pourrait coûter 100 millions d'euros au lieu des 150 initiaux. Telles sont en tout cas les conclusions de la contre-expertise commandée par vous, par la région. Est-ce à dire qu'il y a un espoir de voir cette ligne rouvrir? Je l'espère. Je l'espère parce qu'on a quand même une zone stratégique à Angoulême qui est centrale à l'échelle de la région. On a quand même un site du conseil régional à Limoges, mais ce n'est même pas le sujet. Vous avez des centaines d'étudiants qui utilisent cette ligne, des dizaines de lycéens qui l'utilisent chaque jour pour aller ne serait-ce qu'au lycée de Chasseneuil. Donc on a fermé cette ligne. Moi, j'ose espérer que comme nous l'avions inscrit dans l'ex-contrat de plan État-région de l'ex-Poitou-Charentes, qu'on puisse rénover cette ligne. Elle est importante stratégiquement. Et puis c'est une ligne aussi qui permet d'aller jusqu'à Royan. En Limoges, Angoulême, Saint-Royan, avec l'électrification qui était peut-être en jeu, et la notion du TER hydrogène, qui est une alternative très intéressante et qu'on peut peut-être penser pour ces lignes qui circulent aujourd'hui avec des véhicules diesel. Le problème dans ce dossier, c'est le financement. Oui. Les élus régionaux débattront de ce sujet lors de la prochaine séance plénière au Conseil régional le 12 avril. Est-ce que l'arrivée d'une nouvelle préfète peut-elle finalement une nouvelle donne pour renégocier justement le plan État-région? Je ne sais pas si c'est le contrat de plan État-région qu'il faut négocier. C'est peut-être plutôt... Enfin, c'est un cas. Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos concitoyens, dans le cadre, je le répète, d'un contexte climatique très particulier, nos concitoyens peuvent circuler autrement qu'avec leur véhicule personnel? Est-ce qu'on leur offre une possibilité avec les transports collectifs d'aller travailler tous les jours? C'est du transport du quotidien. Donc il y a des choix politiques à faire. Privilégions plutôt la modernisation de nos lignes qui sont essentielles pour la revitalisation des territoires, y compris ruraux, plutôt que de les grandes lignes. Mais il faut trouver 100 millions d'euros. Oui, mais bon, parfois on trouve l'argent pour des choses qui sont type bassine. Les élections européennes, c'est dans 2 mois. Cette fois, Europe Écologie Les Verts partent seuls. C'est la volonté de votre tête de liste Yannick Jadot. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur ce sujet? Alors, je ne suis pas sûre qu'on parte seul. Il y a des élus, des candidats, futurs élus, je l'espère, Europe Écologie Les Verts, mais il y a également de la société civile dans cette liste. Il y a des mouvements d'écologie alternative également. Moi, je citerai Benoît Biteau, n'est pas Europe Écologie Les Verts, Benoît Biteau, Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, qui est Europe Écologie Les Verts, certes, mais qui a fait un travail énorme en termes d'écologie sur sa commune de transition énergétique. Marie Toussaint, qui est à l'origine, qui était à Poitiers vendredi, qui est à l'origine, Marie Toussaint, de la signature de cette affaire du siècle avec plus d'1 million de signataires aujourd'hui, et puis ce qui a déclenché ces marches pour le climat. Il n'y a pas besoin de s'allier au PS ou
ou ses alliés. S'allier, c'est pour quoi faire? C'est pour quoi faire? Si c'est pour se retrouver avec des personnes qui siègent dans des groupes politiques différents au Parlement européen et qui votent des choses qui sont immondes, comme le dit souvent Yannick Jadot, hein, on ne peut pas avoir une position à Paris et une position différente au Parlement européen. Donc il faut aussi être avec des gens dont on est sûr que la parole écologiste sera portée au Parlement. Pascal Durand, l'ancien patron d'Europe Écologie Les Verts, et maintenant Pascal Canfin, ancien eurodéputé Les Verts, roule désormais pour Emmanuel Macron la liste En Marche. Pascal Canfin sera même deuxième sur la liste En Marche aux européennes. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, comme le disent certains, d'une traîtrise? Non, moi, ce n'est pas des mots que j'emploie. Je trouve ça... Enfin, bon, ça ne m'intéresse pas de parler comme ça des gens. Pascal Canfin et Pascal Durand sont tous les deux des écologistes. Ils porteront l'écologie. Pourquoi sont-ils partis avec Emmanuel Macron? Là, pour moi, ça reste un mystère. Je ne sais pas justement la faiblesse d'Europe Écologie Les Verts, qui est une vision interne d'Europe Écologie Les Verts. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je n'ai pas envie de leur prêter des intentions. Je ne sais pas quelles sont leurs motivations. La seule chose que je sais... Pascal Canfin l'a expliqué, le contexte, il explique ça par le contexte, avec la montée des populismes, il faut être efficace, dit-il. Oui, mais il se trompe. Moi, j'ose espérer quand même que Pascal viendra siéger avec les Verts au Parlement européen. Est-ce qu'il aura cette possibilité-là? Est-ce qu'on lui a garanti cela? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il a porté jusque-là l'écologie politique de manière très forte. C'est décevant qu'il parte sur cette liste-là. Je ne me l'explique pas, mais en revanche, j'ose espérer qu'il va réaliser que c'est pas la bonne stratégie. On ne peut pas dissocier la politique française de la politique européenne quand il s'agit de la République en marche. Vous êtes sur la liste également, mais une position non éligible. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que vous êtes bien la région. Vous savez, j'ai suffisamment à m'occuper à la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a quand même des enjeux ici localement qui sont importants, auxquels je souhaite me consacrer. Et puis, c'est déjà symbolique d'être sur cette liste. Et moi, je suis très heureuse d'y être. Je n'avais pas forcément envie d'aller au Parlement européen dans un avenir sur les prises de guerre de la Macronie, la patte, tout le monde voit la patte de Daniel Cohn-Bendit. Est-ce que ça vous déçoit de sa part, qui est devenu un proche d'Emmanuel Macron pour le coup? Vous savez, Danny Cohn-Bendit, il est intéressant. Moi, j'adore écouter Danny, mais c'est un électron libre. Hein. Bon, voilà, c'est un non-sujet. On a peu entendu Europe Écologie Les Verts sur le dossier des Gilets jaunes. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'un mouvement anti-écologique? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez que pour la marche pour le climat, qu'il y a eu le 16 mars, les Gilets jaunes étaient au sein du cortège. C'est vrai qu'on vous sent davantage, pour le coup, présent sur les manifestations sur le climat. Illustration, tiens, justement, en Poitou-Charentes, avec ce reportage tourné il y a 10 jours lors de la marche des lycéens pour le climat. Ils sèchent leurs cours pour ne pas griller leur planète. Les lycéens en grève. À Poitiers, ils étaient près de 3000. Une marée de pancartes au slogan recyclé. On ne voit plus l'intérêt d'aller à l'école, d'aller étudier à l'université si demain on ne va plus avoir de futur, tel que le rythme de consommation, tel que le rythme de vie est maintenant. Face à l'ampleur du mouvement, le ministre de l'Éducation avait proposé des débats, 2 heures d'échange au sein des établissements, inutiles selon les jeunes. Des débats dans les lycées comme ça à la dernière minute, c'est absolument pas propre. Ça montre qu'ils ont peur d'une mobilisation citoyenne qui fait des réclamations pertinentes et ils veulent faire croire que dans les lycées on discute de choses sérieuses alors que c'est pas le cas. Invitation refusée à Angoulême, les lycéens ont préféré manifester, ils étaient 1200. Derrière les jeux de mots, des angoisses profondes. Honnêtement, j'ai peur pour mon avenir. J'hésite même à savoir si je vais avoir des enfants. Et c'est une inquiétude qui concerne beaucoup de jeunes, je pense. Et pour moi, c'est le sujet à traiter en ce moment par les politiques. À La Rochelle, action concrète ce matin. Ils étaient une 50aine à collecter des déchets, du bitume jusqu'aux plages de galets. Il ne faut pas se dire qu'on doit attendre que ce soit le gouvernement qui bouge leurs fesses parce que si nous, on ne leur montre pas notre ambition et on ne leur montre pas qu'on a envie d'agir, ils ne le feront pas à notre place. Suite et fin de dimanche en politique avec Françoise Coutan, vice-présidente Europe Écologie Les Verts de la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que ça vous donne de l'espoir de voir et d'entendre ces jeunes? Oui, c'était nécessaire. C'était nécessaire d'avoir la jeunesse se mobilisant sur ces questions-là. Parce que même si les écologistes se mobilisent et parlent depuis des années, on a besoin de gonfler, si je puis dire, de grandir ce mouvement en ayant la jeunesse. Ce sont quand même eux qui vont devoir assumer toutes les bêtises que nous avons faites et nos parents avant nous.
C'est quand même assez dramatique de s'imaginer ça. Et c'est ce que je dis souvent, vous imaginez ce qu'on est en train de leur préparer, mais comment ils vont regarder ceux qui n'ont pas bougé? Alors expliquez-moi quelque chose. Quand on voit le succès des marches pour le climat, et pas seulement des lycées, des marches pour le climat, et puis les intentions de vote de l'autre côté de votre parti politique aux européennes, comment expliquez-vous cette nette différence pour le coup, cette unité de 8%? Il y a peut-être une nécessité d'expliquer davantage et davantage quel est le projet des écologistes. Parce que ces marches pour le climat, elles mobilisent les citoyens. Mais que veulent les citoyens? Ils veulent qu'on agisse. Et qui agit mieux que les écologistes aujourd'hui dans les exécutifs? Évidemment qu'on est écouté par un certain nombre de nos partenaires. Et fort heureusement, à la région, enfin, franchement, je le dis très honnêtement, Alain Rousset entend ces questions de climat. C'est quand même lui aussi qui a lancé à Climatera ce comité scientifique. Donc il y a un changement d'état d'esprit par rapport à la nécessité d'agir. Beaucoup de nos téléspectateurs pensent que si les écologistes sont au pouvoir, il y aura de la contrainte écologique. Ça, c'est que vous gouvernez par la contrainte écologique. C'est ça qui bloque. Parce qu'ils ne savent pas encore, et ils vont le découvrir. J'espère qu'on le découvrira jamais, mais ils ne savent pas encore ce qui se prépare si on ne met pas en place des politiques efficaces. Et je ne vois pas en quoi le fait de proposer aux gens de leur donner les moyens d'isoler leur logement est une contrainte. Il y a un confort thermique et des économies. Je ne vois pas en quoi le fait de privilégier le train par rapport à la voiture solo est une contrainte. Au contraire, ça permet là encore de faire des économies, donc d'offrir du transport collectif. Je ne vois pas en quoi le fait de vouloir une transition agricole pour manger sain, pour avoir des paysages qui soient aménagés de manière extrêmement équilibrée est une contrainte. Mais non, l'écologie, c'est du plus. Certains ont envie de porter cette idée et colportent le fait que l'écologie, c'est pour les bobos. Mais c'est totalement débile. L'écologie, c'est pour justement les plus précaires. Elle répond aux besoins des plus précaires. Il nous reste 20 secondes. À ce mi-mandat, le bilan de la majorité régionale est globalement positif? Ça dépend des sujets. Il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on a réellement avancé. Moi, je ne vous cache pas que sur les questions de transition énergétique, on a vraiment mis en place des choses qui permettaient d'avancer. Sur la transition écologique, je crois que Nicolas Thierry a travaillé énormément sur un certain nombre de sujets de maintien, mais peut mieux faire, c'est ça, de maintien de la biodiversité. Sur l'agriculture, c'est la fin de cette émission, le président veut sortir des pesticides. C'est un plus. C'est la fin de cette émission. Peut mieux faire, oui. Merci beaucoup, Françoise Coutan. Merci d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou sur notre page Facebook France 3 Poitou-Charentes. La semaine prochaine, je recevrai le socialiste Alain Claes, maire de Poitiers et président de Grand Poitiers, qui a donc décidé d'être candidat pour un 3e mandat à la mairie de la capitale Picta. D'excellentes journées à toutes et à tous. À dimanche prochain.